Toujours sur le principe de ce projet de loi. Je cède maintenant la parole au porte-parole de l'opposition officielle en ces matières. Monsieur le député de Saint-Jean, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. C'est effectivement, quand on est dans nos circonscriptions, souvent les gens nous demandent est-ce que vous êtes toujours opposé ou vous êtes toujours en chicane entre les partis, entre les députés? Est-ce que vous êtes capable de vous unir pour travailler sur des projets, faire avancer le Québec? Puis à chaque fois, j'ai toujours comme réponse de dire aux gens, la période de questions, c'est 45 minutes dans une journée, mais le reste du temps, on fait quelque chose. On n'est pas à rien faire le reste de la journée. Et l'exemple du projet de loi qu'on étudie actuellement pour l'adoption finale, bien, ça en est un bon exemple. Madame la ministre a fait un peu le résumé du calendrier sur l'échéancier du projet de loi. Et pratiquement à peu près à la pareille date, il y a un an, la commission terminait le mandat d'entendre les groupes, donc des consultations particulières. Puis les consultations particulières, bien, c'est une occasion pour des groupes, pour des citoyens, de s'exprimer sur un projet de loi qui est mis sur la table. Donc, il y a un projet de loi qui est déposé par la ministre dans ce cas-ci, et des groupes, des citoyens peuvent amener des recommandations, des demandes, ajouter des choses, enlever des choses, modifier des choses dans le projet de loi. Et des fois, on se demande à quoi ça sert, les consultations particulières, parce que on est face à un ministre ou une ministre qui est, les députés d'opposition, je parle, qui, devant nous, qui est plus ou moins ouvert aux demandes qui sont faites. Mais dans ce cas-ci, ça n'a pas été le cas. Dans ce cas-ci, on a eu la chance d'avoir une ministre qui était ouverte à amener des amendements à son projet de loi. Parce que des fois, ça peut être difficile pour un ministre de dire, bien, finalement, la première mouture qu'on a déposée est peut-être pas si parfaite que ça, puis il faut accepter de piler un peu sur nous pour dire, bien, on accepte des modifications. C'est pas toujours facile. Dans le cas qui nous occupe, la ministre a accepté de le faire. Tellement que ça a été une des raisons pourquoi ça a pris autant de temps avant le dépôt du projet de loi et l'adoption finale du projet de loi. Parce qu'il y avait tellement d'amendements à faire, et bon, il y a eu la grève des juristes en parallèle de tout ça. C'était compliqué. Lors de l'étude des crédits, j'avais questionné la ministre à ce sujet, dire est-ce que vous allez débuter l'étude du projet de loi bientôt ou qu'est-ce qui se passe? C'est un dossier, c'est un projet de loi important ou pas important? Et Mme la ministre avait dit, bien, c'est important, mais. Le mais, c'est à côté de moi, en parallèle, que je contrôle moins, bien, il y a ce qu'on appelle la grève des juristes de l'État qui faisait en sorte que pendant qu'il était en grève, il ne pouvait pas travailler sur les amendements que nous devions faire. Et c'était quand même des amendements costauds. Des amendements costauds, Monsieur le Président. Quand on a reçu la brique d'amendements, on s'est aperçu que finalement, dans certains cas, on réécrivait le projet de loi au complet. Des fois, on peut se dire, c'est parce que ça n'a pas bien été la première fois, puis c'était pas bon, puis il faut tout recommencer. Mais dans ce cas-ci, c'était pas des lubies ou une volonté de la ministre de tout changer, c'était à la demande des groupes, des citoyens qui sont venus en consultation particulière et dans les mémoires. Et après ça, une autre étape, l'étude détaillée. Puis là, souvent, c'est la période d'un projet de loi qui est la plus longue, qui est la plus dure à suivre pour des citoyens qui nous écoutent, parce que là, c'est là qu'on se perd dans des numéros d'articles, des amendements, des sous-amendements, puis on explique des choses, puis nous autres, on pense qu'on comprend tout, puis on s'aperçoit que finalement, on ne comprend pas toujours qu'est-ce qui est parti, mais on prend le temps de s'asseoir, puis on s'en jase, et à la fin du compte, on se comprend et on est capable d'aller plus loin que la limite de nos frontières, de nos partis politiques respectifs, pour, dans ce cas-ci, améliorer le sort des jeunes du Québec et des familles du Québec. Donc, oui, il y a eu beaucoup d'amendements. Et à un moment donné, c'est dur à suivre qui l'a adopté, qui l'a présenté, qui ne l'a pas présenté, parce qu'à un moment donné, les amendements devenaient quasiment consensuels, parce qu'on se travaillait ensemble, tous les partis, pour améliorer le projet de loi. Mais tout ça pour dire, Monsieur le Président, que oui, il est possible entre partis de s'entendre pour améliorer le sort de notre population, dans ce cas-ci, de nos jeunes et de nos familles du Québec. Puis le projet de loi qui est là n'est pas parfait, mais le projet de loi qui va bientôt devenir une loi, lorsqu'il sera adopté, sanctions, etc., n'est pas parfait, mais Mme la ministre l'a mentionné qu'il y a aussi
ce qu'on appelle un processus, à un moment donné, là, de révision de la loi, puis déjà, il y a des volontés dans ce sens-là. Et même lors de l'étude du projet de loi en question, ça a été dit, ça a été mentionné que des articles du projet de loi nous permettaient de davantage documenter des situations que les enfants ou que les parents vivaient dans, bon, que ce soit en famille d'accueil, en centre jeunesse, peu importe, pour justement que lors de la révision de la prochaine révision du projet de loi ou de la loi, bien, qu'on puisse tenir compte de ces données qui ont été recueillies, que nous n'avons pas actuellement et qui nous ne permet pas justement d'aller régler des problèmes là, en profondeur dans certains cas. Donc, moi, je trouve ça rassurant dans certains cas. C'est sûr que M. le Président ne peut pas être d'accord sur tout. Puis il y a des bouts que j'aurais aimé que la ministre soit plus ouverte, mais somme toute, c'était correct. Mais sûrement que la ministre, dans certains cas, elle aurait aimé mieux que je sois plus fermée. Ça coûte moins cher ou que on aurait pris moins de temps pour étudier le projet de loi, mais ça, c'est le travail que nous avons à faire. Et aussi, comme député, on représente notre circonscription, mais aussi on représente, dans certains cas, de tous nos dossiers de porte-parole, de l'opposition officielle, de la deuxième opposition, etc., on représente aussi des groupes ou des clientèles dans ces dossiers-là. Mais c'est sûr que sur quelque chose, M. le Président, puis là, ça, c'était les fleurs, et des fois, bien, arrive le pot. Et peut-être que ce n'est pas stratégique de ma part de le faire maintenant, mais comme la ministre m'écoute, bien, je vais en profiter pour le faire maintenant. C'est bien d'avoir un projet de loi puis d'avoir une loi. C'est extraordinaire, c'est bien. Mais il faut aussi que les ressources suivent. Et moi, je crois que là-dessus, il y a un travail à faire. Puis on ne s'entend pas sur les chiffres, mais moi, ce que je crois, c'est qu'on s'entend sur le fait qu'il y a une augmentation du nombre de cas à la protection de la jeunesse et une certaine augmentation de la lourdeur des cas. Et pour ça, ça prend davantage de ressources partout sur le territoire du Québec pour s'assurer que nos jeunes soient en sécurité, soient mieux accompagnés, que nos familles soient mieux accompagnées, pour faire en sorte qu'on puisse améliorer leur sort de nos jeunes les plus vulnérables et des familles les plus vulnérables du Québec. Donc, ceci étant dit, je crois qu'on peut maintenant travailler sur, revenir sur l'adoption du projet de loi, dans lequel, effectivement, selon moi, il y a eu des gains significatifs qui nous permettent de croire que la situation va s'améliorer. Par exemple, sur la question des familles d'accueil, M. le Président, nous avons mené la bataille pour améliorer, je ne dirais pas le sort, mais l'implication des familles d'accueil dans tout le processus à la protection de la jeunesse, parce qu'on le sait que les familles d'accueil sont des acteurs incontournables à la protection de la jeunesse. Et par ces gains, bien effectivement, comme la ministre l'a mentionné, on a réussi à faire mieux qu'en Ontario et faire en sorte que bien, les familles d'accueil, premièrement, dans le cas d'un transfert ou d'une modification pour un jeune qui est en famille d'accueil, bien que la famille d'accueil soit consultée avant de faire ce transfert-là ou avant de modifier quelque chose dans le parcours du jeune pour faire en sorte qu'elle a une expertise, une expérience. La famille d'accueil, elle côtoie le jeune au quotidien. Les intervenants de la protection de la jeunesse sont compétents, c'est pas ça que je dis, mais les familles d'accueil, elles aussi, peuvent amener quelque chose. Et je crois que c'était important que les familles d'accueil puissent être consultées avant le transfert d'une famille d'accueil à un autre ou d'une famille d'accueil à un centre jeunesse, etc., etc. Donc, dans la loi, maintenant, c'est mentionné que les familles d'accueil le seront consultées. De mentionner aussi que les familles d'accueil n'auront plus à se battre pour être entendues, de pouvoir d'être reconnues comme partie devant le tribunal, devant la cour, pour faire en sorte que, justement, les familles d'accueil puissent témoigner, amener leur appréciation, leur observation devant le juge, devant le tribunal, pour justement que la décision qui soit prise bien, soit davantage dans le bien commun de la famille et de l'enfant, mais aussi de tout le noyau familial. Donc, c'était, selon moi, M. le Président, quelque chose d'important à mentionner pour les familles d'accueil. Un autre gain, la ministre l'a mentionné aussi
brièvement, mais quand même important, sur la question des dossiers, des informations sur les jeunes. Donc, actuellement, bon, dans le projet de loi, puis après ça, les amendements qui ont suivi, au fond, c'est que les dossiers, après 5 ans, sont détruits ou jusqu'à l'atteinte de 18 ans. Donc, un jeune de 16 ans ou de 15 ans, bien, son dossier va être détruit à l'âge de 18 ans plutôt que 5 ans parce que, bon, il atteint la majorité. Et moi, je disais, bien, dans certains cas, ça peut être difficile parce qu'un jeune qui sort de tout le cheminement de la protection de la jeunesse, c'est pas toujours des moments les plus réjouissants pour lui, où il est peut-être pas toujours fier, ou elle n'est pas toujours fière de ça, et elle veut mettre un hic sur cette partie-là de sa vie. Et un peu plus tard, ou à un moment où elle a pris son appartement, elle s'est trouvée un emploi, retournée aux études, peu importe, et que là, elle est intégrée dans la société, que ça va bien, tout ça, bien, elle se dit, bien, peut-être que j'aurais aimé ça, avoir les familles d'accueil que j'ai fréquentées pour pouvoir les remercier ou de pouvoir avoir l'information de ce qui m'est arrivé dans ma jeunesse, etc. Et si les dossiers étaient immédiatement détruits à l'atteinte de 18 ans, bien, ça fait en sorte que ces personnes-là ne pourraient plus avoir accès à ces informations-là. Moi, c'est sûr que j'aurais aimé mieux que ça soit gardé un peu plus longtemps, parce que dans certains cas, ça peut être important pour la suite des choses pour ces jeunes-là, lorsqu'ils auront des enfants eux-mêmes, etc., pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il y en est. Mais après une longue discussion avec la ministre, on en est venu à la conclusion d'avoir un terrain d'entente pour 19 ans, faire en sorte qu'au moins la première année, suite à la majorité du jeune ou de la jeune, bien que dans la première année, pas mal toutes les choses se placent et ça donne le temps pour le jeune ou la jeune de pouvoir finalement dire, bien, finalement, j'aimerais ça l'avoir mon dossier. Mais aussi, il y a eu un ajout que le tribunal peut aussi, s'il y a eu une demande ou si c'est pertinent, bien, de prolonger le délai de conservation des dossiers. Donc, si le jeune ne le souhaite pas, ne veut pas nécessairement avoir son dossier, mais qu'on s'aperçoit que dans son cas, ça serait peut-être pertinent que son dossier soit conservé pour une plus grande période que le 19 ans, bien, ça peut se faire. Une autre mesure importante, selon nous, Monsieur le Président, c'est toute la question de... Et là, on pourrait avoir une discussion là, sur la question des fugues. Il y a eu un certain nombre là, d'amendements, ça c'était dans les gros amendements costauds là, de quelques pages, qui nous ont permis justement de voir qu'il y avait une certaine volonté d'améliorer la situation pour que le type d'événements qui s'est passé, des événements malheureux qui se sont passés dans les derniers mois, plutôt dans les dernières années, bien, ne se reproduisent plus ou se reproduisent moins dans nos centres jeunesse. Entre autres, bon, il y a tout ce qui est la mesure d'isolement, donc qui est dans l'unité d'encadrement intensif, donc d'empêcher un enfant de quitter les installations. Ça ne doit pas être utilisé comme une mesure disciplinaire. Donc, ça ne doit pas servir à freiner ou à contraindre un jeune dans sa liberté. Quand on parle d'hébergement en unité d'encadrement intensif, bon, ben c'est décision du directeur général ou de la personne qui l'autorise, mention détaillée au dossier, motifs à l'appui, les informations pourquoi on utilise cette méthode-là doit être remis à l'enfant et aux parents. À l'enfant, bien entendu, s'il est à même de comprendre ce qui lui arrive, là, une question d'âge, entre autres. Il y a aussi une période transitoire, donc de transition, qui permet, même s'il est dans un encadrement intensif, le jeune ou la jeune, bien, de pouvoir sortir dans certains cas, lorsqu'on s'aperçoit qu'on doit travailler à ramener ce jeune-là dans un hébergement plus ouvert, bien, d'avoir des activités à l'extérieur du cadre intensif, donc progressivement d'amener le jeune
à réintégrer l'hébergement ouvert. Donc, il y a cette période de transition-là qui est mise en place. Et aussi que cette mesure-là doit finir dès que le risque sérieux de danger, tant pour le jeune ou que pour les autres, ne soit plus présent. Donc, ça, c'est une bonne chose. Puis, il y a aussi une mesure visant à empêcher l'enfant de quitter les installations. Donc, comme j'avais expliqué, ce que je comprenais des amendements que la ministre nous avait amenés, au fond, cet amendement-là nous permettait de barrer les portes du centre jeunesse pour un jeune ou pour une jeune ou pour des jeunes, mais en fonction des personnes, et non pas pour l'ensemble des jeunes. Parce qu'il y a eu toute cette discussion-là, est-ce qu'on doit barrer les portes ou non? Donc, ce qui fait en sorte de viser à assurer la sécurité de l'enfant, mettre fin à la situation de danger, toute cette situation-là doit être aussi mentionnée dans le dossier du jeune. Le jeune, les parents doivent être informés, c'est suite à une décision du directeur général ou de la personne qui le mandate. Et elle doit aussi viser à favoriser le maintien de l'enfant au sein de l'unité de réadaptation ouverte, donc de permettre de maintenir ses libertés, sauf d'avoir la possibilité de sortir là, du centre jeunesse. Faire en sorte qu'une telle situation ne se reproduise pas à court terme. Et ça aussi, ça doit prendre fin dès la situation est résolue ou que le risque de danger n'est plus présent pour le jeune. Et toutes ces informations-là, Monsieur le Président, nous avons demandé que ça soit transmis aux membres du conseil d'administration des CIS et des CIUS pour faire en sorte qu'ils puissent apprécier, analyser la fréquence, la durée, ou à qui ça s'adresse ou à quoi ça sert ces mesures-là pour baliser ou faire en sorte qu'on peut s'apercevoir que dans certains cas, il y a peut-être une utilisation abusive d'une telle mesure de confinement, si on peut dire, là, donc de contrainte pour la personne. Un peu sous le modèle du projet de loi 130 pour les personnes vivant des difficultés de l'ordre de la santé mentale, où il y a un certain nombre d'éléments qui doivent être transmis au conseil d'administration pour justement mieux apprécier le travail qui est fait, bien là, ça sera aussi le cas. Donc, le nombre d'hébergements en unité d'encadrement intensif, le nombre d'enfants ayant fait l'objet de cette mesure selon l'âge et le sexe, le pourcentage d'enfants ayant fait l'objet de cette mesure parmi l'ensemble des enfants hébergés dans les installations de l'établissement, le nombre moyen d'hébergement dans ce type d'unité par enfant ayant fait l'objet de cette mesure et la durée moyenne de l'hébergement dans ce type d'unité. Donc, tout ça sera présenté sous... aux 3 mois, je crois, là, aux membres du conseil d'administration, donc pour l'ensemble des membres. L'autre question, c'est la contribution parentale, Monsieur le Président. On sait que dans certains cas, certains parents considèrent qu'il y a une certaine iniquité. Notamment, on peut penser, exemple, aux enfants malades, très malades, gravement malades, qui ne peuvent pas être à Sainte-Justine parce que, faute de place, sont au centre Marie-Enfant, par exemple. Et dans ce cas-ci, comme ils n'ont pas la garde de leur enfant parce qu'ils n'ont pas les compétences pour s'en occuper, ils n'ont pas la garde parce que l'enfant, au fond, est tellement malade qu'il doit être à l'hôpital. Mais là, dans ce cas-ci, c'est au centre Mère-Enfant, donc un centre de réadaptation. Et ces parents-là, ils doivent payer. Et il y a aussi une partie là, de la prestation fiscale pour enfants là, du fédéral qui est aussi pris. Ce qui fait en sorte qu'il y a une certaine iniquité entre les enfants qui sont, par exemple, au Centre Marie-Enfant versus Sainte-Justine, mais aussi pour tout ce qui est famille d'accueil versus centre jeunesse et famille d'accueil, pas de famille d'accueil, mais de famille de proximité. Oui, c'est ça. Et donc, tout ça, là, il y a une discussion à l'y avoir. Et moi, j'ai posé beaucoup de questions à la ministre et elle m'a dit nous a informé qu'il y avait un comité de travail qui avait été mis en place entre le ministère de la Santé et le ministère des Finances pour justement étudier ces questions-là, mais aussi, dans certains cas, avec tout ce qui se passe avec le fédéral, de pouvoir mener aussi tout un argumentaire pour plaider justement là, à certains cas
pour que le fédéral là, soit... Dans certains cas, ça le concerne là, pour la prestation fiscale pour l'emploi. Il y a une certaine iniquité. Donc, est-ce que le fédéral, finalement, économise sur le dos du Québec ou vice-versa? Donc, de pouvoir mener cette bataille-là pour s'assurer qu'il y a une plus grande équité dans la contribution parentale, mais aussi de l'ordre entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral dans son litige. Donc, j'ai bien hâte de voir les suites là, qui seront données à cette réflexion-là. Et les parents peuvent être assurés que nous allons poser aussi là, des questions en ce sens. La question de l'exploitation sexuelle, c'est effectivement un ajout. Dans la loi actuelle, il y avait un enfant qui subit des gestes à caractère sexuel avec ou sans contact physique de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne peuvent pas ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à cette situation. Donc, on y ajoute aussi la question de l'exploitation sexuelle comme motif de compromission. Avec tout ce qu'on a vu aussi dans les médias, Monsieur le Président, ce sera un ajout important pour s'assurer de la sécurité d'un plus grand nombre de nos enfants. Pour les enfants autochtones, Monsieur le Président, effectivement, il y a une volonté de la préservation de l'identité culturelle des enfants autochtones et une plus grande participation des communautés autochtones à la prise de décision et au choix des mesures concernant ces enfants. Et j'écoutais la ministre tantôt lors de son allocution et je rappelais un certain nombre de discussions que nous avons eues en commission parlementaire. Et effectivement, je crois que c'est pas souhaitable que pour un enfant qui a un signalement, donc peu importe la raison du signalement, mais que ce jeune-là, ce signalement-là représente un changement de façon de vivre ou de présence dans sa communauté, en fonction de son identité culturelle, donc que ça soit mis de côté parce que ce jeune-là ou cette jeune-là a eu un signalement, peu importe le motif. Donc, de pouvoir permettre à ces jeunes qui ont déjà vécu des choses pas faciles, bien, de ne pas pouvoir tout perdre leur repère du jour au lendemain et de pouvoir rester dans leur communauté, quand c'est souhaitable et que c'est le cas, mais aussi que la communauté puisse s'occuper, s'impliquer pour faire en sorte que ce jeune-là, bien, on lui donne la chance de pouvoir avoir de meilleurs avenirs puis de meilleurs lendemains. Donc, c'est tout à souhaiter, selon nous, Monsieur le Président. Et pour ça, bien, il faut bien entendu que les communautés aient les ressources pour pouvoir appliquer cette volonté-là. On a eu cette discussion-là avec Madame la ministre et, elle était sensible à cette question. Sur la question de la scolarisation et de l'instruction, Monsieur le Président, bien, effectivement, il y a un ajout comme motif de compromission pour un signalement s'il n'y a pas une instruction adéquate ou une scolarisation. Et il y a aussi des discussions en parallèle là, dans l'autre projet de loi à l'éducation. Donc, il faudra s'assurer d'arrimer tout ça. Mais Madame la ministre nous a dit qu'elle allait suivre cette question-là de près avec son collègue à l'éducation. Donc, Monsieur le Président, il y a eu aussi la modernisation de tout le processus judiciaire, permettre aussi la valorisation des succès des jeunes pour faire en sorte qu'ils puissent avoir une plus grande fierté d'eux-mêmes et pouvoir aussi comme moyen de s'en sortir. Pourquoi je dis ça? Bien, dans certains cas, on l'a vu, tout jeune à la protection de la jeunesse ne peut pas être identifié publiquement. Hein? Donc, si un jeune qui était actuellement en famille d'accueil ou autre, qui était sous la supervision de la protection de la jeunesse, dans un centre jeunesse, participait à un concours ou... puis, on a pu, peut-être même pour ceux qui ont écouté récemment le téléroman, L'échappée, on le voit dedans, là, il y avait un projet de disque, puis là, on dit, comme frein, les jeunes ne peuvent pas beaucoup participer à ce projet-là d'album ou de disque parce qu'ils ne peuvent pas être identifiés publiquement. Mais là, avec ce qui est ajouté dans la loi, c'est tout jeune, dans certains cas, là, il va y avoir des balises, puis tout ça, mais un jeune qui a un moment de fierté dans sa vie, qui a gagné une coupe, qui a participé à tel événement, quelque chose comme ça, avec les balises qui sont présentes, ça va pouvoir être mentionné, donc pour pouvoir aussi être plus fier de sa participation à la société ou aux réalisations qu'il a. Toutes les familles d'accueil de proximité, comme ça a été mentionné aussi, tout ça a été balisé et ça existait, mais ça n'était pas dans la loi, donc faire en sorte que ça soit présent.
Il y a été aussi toutes les questions sur les ententes, sur les interventions là, de courte durée. Il y a aussi, encore là, ça existait, mais ce n'était pas dans la loi, donc faire en sorte que ça puisse être plus clair. Et, Monsieur le Président, lors de la prise en considération du rapport de la Commission, j'aurais aimé avoir plus de temps pour aborder la question de l'adoption. Et, bon, j'ai atteint le temps qui m'était imparti, du moins dans la période que nous avions. Donc, j'aimerais aborder, en terminant, sur la question de l'adoption, Monsieur le Président, pour faire en sorte qu'on traite davantage les questions d'adoption au Québec, donc l'adoption au Québec, pas juste à l'international, aussi qu'il y ait une plus grande ouverture, une participation des gens qui s'y connaissent en matière d'adoption sur les tables pour les services sociaux pour la protection de la jeunesse. Lors des études détaillées, Mme la ministre a mentionné une certaine ouverture à ce que Pétale Québec, entre autres, qui est un organisme au Québec qui s'y connaît beaucoup en matière d'adoption, bien, une participation à tout le processus. Donc, je l'invite à poursuivre dans cette grande ouverture-là qu'elle a fait preuve lors de l'étude du projet de loi pour justement que les experts, que les gens qui réfléchissent au Québec sur les questions des troubles d'attachement, sur la question de l'adoption, bien, puissent avoir aussi une occasion d'émettre leurs suggestions, leurs recommandations à la ministre pour qu'elle l'applique davantage là, peut-être dans le cadre de référence qui va découler du projet de loi ou dans des directives de la ministre ou peu importe, faire en sorte qu'il y ait une plus grande place pour la question de l'adoption. Pétale Québec, dans son mémoire, avait mentionné quelques exemples, là, Monsieur le Président, de solutions quand même pas très compliquées à appliquer. Donc, un programme de formation continue obligatoire pour tous les intervenants responsables de ces jeunes placés dans le réseau d'hébergement en réadaptation, soit les familles d'accueil, les foyers de groupe, les unités de vie en institution. Qu'un intervenant pivot expert en adoption et en troubles de l'attachement au sein des équipes de la DPJ. De créer et utiliser une grille d'évaluation adaptée aux situations familiales de parents adoptifs en tenant compte de critères suivants, donc identification du statut de famille adoptive du jeune dès la réception du signalement, l'historique pré-adoption et post-adoption, les facteurs de risque liés à l'adoption et aux troubles de l'attachement, les composantes de santé mentale identifiées ou diagnostiquées, parce que selon moi, Monsieur le Président, et selon plusieurs, bien, tous les jeunes, là, il y a une augmentation, on le sait, là, du nombre de cas à la protection de la jeunesse, bien, peut-être que dans certains cas, si on agit plus tôt pour aider ces jeunes-là ou aider ces familles-là, mais ils ne se rendront pas à un signalement à la protection de la jeunesse et on ne sera pas obligé d'embarquer dans tout ce processus-là que nous mentionnons. Et de ce grand nombre de jeunes qui pourraient être aidés plus tôt, bien, je crois que les enfants adoptés et les familles qui ont adopté un enfant, si elles avaient davantage de ressources et d'aide, bien, ferait en sorte qu'il y aurait un meilleur travail en amont, faire en sorte que, malheureusement, ça ne s'arrête pas à la protection de la jeunesse. Donc, Monsieur le Président, en terminant, j'aimerais faire quelques remerciements. J'aimerais tout d'abord remercier le chef de l'opposition officielle qui m'a fait confiance et qui m'a mandaté pour reprendre le travail dans ce projet de loi-là, dans cette responsabilité-là qu'il occupait avant d'occuper la fonction de chef de l'opposition officielle. De remercier la ministre, Madame la ministre, qui, tout au long du projet de loi, a voulu amener un grand nombre des recommandations que les groupes ont demandées, mais aussi que nous avons demandées. C'est pas parfait, mais il y a une grande ouverture de sa part et on l'apprécie. Je crois que les enfants et les familles du Québec vont l'apprécier aussi. Le cabinet de la ministre, le ministère, les membres du personnel du ministère et des ministères, je pourrais dire, parce qu'il y avait pas uniquement de la santé et des services sociaux, mais aussi il y avait le ministère de la Justice et d'autres ministères qui se sont impliqués dans l'étude de ce projet de loi-là, notamment les juristes qui ont été d'une aide précieuse et ça milite dans le sens où le gouvernement doit reconnaître davantage leur travail, Monsieur le Président, parce que sans eux, dans certains cas, Madame la ministre aurait peut-être eu de la difficulté à expliquer tel article de telle loi qui faisait référence à telle loi, mais finalement, on s'en est bien sorti parce qu'on a des juristes compétents au Québec. J'aimerais saluer aussi le travail de Jean-Philippe Rochette, notre
on va dire mon recherchiste, mais l'ancien recherchiste qui était à ce dossier-là, mais qui lui aussi, comme Mme la ministre l'a mentionné, certains fonctionnaires ont retardé leur retraite pour pouvoir poursuivre. Dans son cas, bien, malgré un changement d'affectation de dossier, a tenu à terminer le projet de loi au plus grand plaisir de Mme la ministre, qui le trouvait très souriant. J'aimerais saluer aussi Laurie Comtois, qui était la première recherchiste, mais qui est au cabinet du leader maintenant, qui a travaillé beaucoup avec nous pour améliorer le projet de loi. Nos collègues de l'ensemble des partis politiques, le président de la commission, la secrétaire, bien, les secrétaires, parce qu'on a changé aussi. C'est ça, quand on a un projet de loi sur plus d'un an, Monsieur le Président, bien, les gens changent. Hein? Mais vous restez. Et tout le personnel de l'Assemblée nationale, tant de la commission, le service de télédiffusion, transcription, tous les gens autour du secrétariat, etc., Monsieur le Président, et aussi, surtout, les organismes qui ont pris la peine de nous faire leurs recommandations, leurs demandes lors de dépôt des mémoires et lors des consultations particulières, et qui, par la suite aussi, dans certains cas, entre autres la FARIC, pour les familles d'accueil qui ont assisté à tout l'ensemble des auditions, là, pas des auditions, mais des séances d'études détaillées. Donc, d'autres groupes aussi qui nous suivaient, qui regardaient ça, qui nous informaient, qui informaient aussi la ministre de certaines demandes. Donc, tous les gens qui ont suivi du début à la fin, mais aussi à toute étape du projet de loi, qui ont participé à bonifier ce projet de loi-là. Donc, je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président, et je souhaite que ce projet de loi-là puisse avoir les outils nécessaires pour être appliqué, donc c'est-à-dire d'avoir les ressources financières nécessaires dans nos centres jeunesse et pour nos familles d'accueil et tous les organismes qui aident nos jeunes à faire en sorte qu'ils soient de meilleurs lendemains. Merci, Monsieur le Président. Merci, M. le député de Saint-Jean, de votre intervention.